L'Université populaire européenne de Grenoble s'efforce depuis 2006 de faire mieux connaître l'Europe, en particulier l'Union européenne. Nous avons abordé beaucoup de sujets sur l'intégration, les institutions, les politiques, les moyens financiers et les projets. Ces dernières années, l'Union européenne doit régulièrement relever des défis. Bien sûr, le défi après la pandémie de la Covid-19, la guerre déclenchée par la Russie se poursuit depuis 2022 en Ukraine, et la solidarité européenne semble toujours au rendez-vous, et c'est rassurant. Compte tenu de votre très longue expérience au sein du Parlement européen et votre implication politique dans cette institution, nous souhaitons connaître votre vision de l'avenir de l'Union européenne. Vous êtes membre du groupe Alliance progressiste des socialistes et démocrates au sein du Parlement européen. Vous êtes membre de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, membre suppléante, si j'ai bien compris, de la commission des pétitions. Vous avez exercé de nouvelles fonctions, nombreuses fonctions au sein du Parlement européen, celle de vice-présidente du Parlement européen de 2014 à 2019. Vous êtes très impliqué dans les questions relatives à la défense de l'état de droit, aux libertés fondamentales des citoyens européens, y compris dans le domaine de la protection des données personnelles. Par ailleurs, vous êtes à l'origine de l'infolettre numérique hebdomadaire qui chronique la vie et le travail de votre groupe parlementaire. On espère que ce relais sera pris, car la dernière lettre, cette lettre est très, vous honore beaucoup, et effectivement, elle est très précieuse pour connaître les activités parlementaires de votre groupe. Votre expérience est précieuse. Merci encore d'avoir accepté cet échange. Première interrogation, après la crise sanitaire et avec le retour de la guerre en Europe, comment voyez-vous l'avenir de l'Union européenne après les élections européennes? On dit que l'Union avance grâce aux crises. Est-ce que c'est vrai? Bah, force est de constater effectivement que ces dernières années, on a eu notre lot en accéléré de crises extrêmement graves. Euh, j'ai coutume de les relier les unes aux autres au cours de ce court mandat, enfin au cours de ce mandat, pardon, puisque dès 2019, la crise dans laquelle nous étions encore, c'était la crise du divorce avec les Britanniques, et ça a Sûr. quand même été préalablement un événement tout à fait euh, fondamental et perturbant qui aurait pu faire exploser d'une certaine manière l'Union européenne et de faire des tentations par d'autres États membres de se retrouver dans cette volonté d'exit. Ça n'a pas été le cas, et heureusement, je crois que maintenant plus personne n'en parle, sauf peut-être quelques hurluberlus politiques, mais la nature par laquelle l'Union s'est sentie solidaire pour gérer le processus de divorce a quand même montré que ce qui faisait qu'on était ensemble était plus fort que ces tentations d'exit. Et donc, je crois que c'était quand même un moment assez fort pour mesurer la solidité du bloc, comme on l'appelle. On est effectivement tombé très très vite dans la crise pandémique avec à la fois la mise en visibilité des dépendances et des problèmes que l'Europe était susceptible de rencontrer, et en même temps sa capacité, alors j'aime pas le terme, j'essaie de pas trop l'utiliser, sa capacité de résilience, en tout cas sa capacité de réaction, ça sera plus concret, et moins intello, devant ce type de choses, en se disant, bah voilà, on est dépendant dans trop de domaines, on est incapable de produire un certain nombre de produits de première nécessité pour les Européens, donc il faut réagir. Et avec la pression conjuguée des forces politiques, quelquefois des forces contraires par rapport à tout cela, on a quand même réussi au sein des progressistes à pousser la Commission à travailler à de la réindustrialisation, à travailler à produire aussi dans l'Union européenne. On a réussi à avoir aussi des emprunts communs, ce qui est relativement, enfin moi qui, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, une assez longue expérience au Oui. Parlement européen, ça a été quand même quelque chose dont on a parlé souvent, et en termes budgétaires, vous le savez bien, on était assez critique sur la nature de ce budget et son volume. Donc là, on a quand même écrouler un certain nombre de dogmes
à la faveur de cette crise. Et puis, effectivement, comme vous l'avez indiqué, on est confronté à une crise qui n'est pas seulement une crise au sens Oui, militaire du terme ou guerrier du terme, parce qu'évidemment, on voit que Vladimir Poutine et son armée attaquent l'Ukraine et font le nécessaire pour être aussi dans une guerre territoriale, une guerre impériale tout à d'une fait. certaine manière. Mais au-delà de ça, on est confronté comme Européens à une crise. C'est une agression contre la démocratie, contre l'état de droit, comme vous signaliez tout à l'heure, contre un certain mode de vie européen. Et donc, je crois qu'il faut qu'on soit très sérieux là, qu'on continue cette solidarité avec les Ukrainiens et avec l'Ukraine. Vous dites qu'il n'y a pas trop de... Voilà, cette solidarité reste effective. Je crois qu'elle doit être quand même assez régulièrement mobilisée de la part des différentes forces politiques pro-européennes pour que la Commission continue de faire son travail, pour que les États membres continuent de produire des armes et les livrent aux Ukrainiens. Ça ne va pas toujours de soi, hein. Et quand je vois qu'un certain nombre d'États, un gouvernement d'États membres, à la première occasion venue, essaie de poser un veto dans les discussions, voire même négocier un veto en contrepartie d'un autre chantage, je me dis que cette solidarité existe, elle est forte, elle est indispensable, mais il faut quand même surveiller les choses de façon très très sérieuse. Donc, je ne sais pas si du coup, si j'ai tout à fait répondu à votre Oui, question, qui oui. était est-ce que l'Europe se construit avec les crises? Oui, encore faut-il que ces crises sur lesquelles nous sommes en phase de réaction produisent quelque chose au-delà de simplement la réaction. La présidence belge actuelle du Conseil de l'Union veut promouvoir l'Europe mondiale. L'Union européenne a-t-elle suffisamment tenu compte des mutations économiques et géopolitiques de notre monde? Est-ce qu'elle n'est pas encore un peu naïve? Ah oui, je crois en effet elle les a subies beaucoup, ces modifications géopolitiques. Elle les a regardées avec une forme d'apathie qui n'est pas compatible avec la rapidité de ces changements. Et donc, il faut qu'on réagisse très fortement sur ce sujet. La présidence belge a raison de dire que on doit hisser notre continent au-delà de l'aspect territorial comme étant un des grands, enfin en tout cas, si ce n'est le hisser, en tout cas le renforcer comme étant un grand ensemble dans l'espace géopolitique actuel. Ah, ça s'est stoppé. Coucou. Oui, c'est la connexion. Elle va se reconnecter. Comme président de leur État, eh bien, on va se retrouver quand même seul en Europe face à cette guerre et à soutenir les Ukrainiens. On ne pourra pas compter vraiment beaucoup sur tout un tas d'autres ensembles continentaux qui ont beaucoup de difficultés, notamment des difficultés de populisme, comme c'est le cas en Amérique du Sud. On ne pourra pas compter évidemment sur la Chine qui a ses propres intérêts et des intérêts bien conçus et bien compris avec la Russie, et évidemment pas avec la Russie elle-même. Donc, sans parler aussi des mouvements qu'on peut connaître dans ce continent indien ou en Indonésie. Donc, on peut se retrouver seul là-dedans. Donc, il faut que l'Union prenne confiance en elle, renforce sa diplomatie, renforce sa défense et renforce sa place tout bonnement dans le contexte géopolitique qui, je le redis, est extrêmement changeant et très très rapidement. Donc, nous devons être attentifs à ça. Vous avez beaucoup travaillé sur le code Schengen. Quelle est Mhm. votre vision du pacte européen sur la migration et l'asile? Alors, je vais me permettre de vous reprendre, ce qui est assez rare, Monsieur Oberdorf, parce que vous êtes un érudit en la matière, parce que justement, mon idée, en étant rapporteur sur le code frontière Schengen, sur la réforme, était surtout qu'il ne pâtisse pas, ou qu'elle ne pâtisse pas, cette réforme, du vote sur et du contenu du pacte asile-migration. Et je pense que c'était vraiment très, très nécessaire de scinder les deux. Je n'ai pas complètement réussi à le scinder, pour être tout à fait honnête avec vous, puisque j'ai dû prendre comme rapporteur, intégrer un certain nombre de dimensions qui me semblent être réellement issues du pacte asile-migration. Et donc, je n'en étais pas complètement satisfaite.
pour les prendre dans l'ordre, sur le pacte, sur le, pardon, sur la réforme du code frontière Schengen, l'idée c'était de considérer que, on l'a vu d'ailleurs au moment de la pandémie de Covid-19, les États membres se sont affranchis allègrement des règles du code Schengen Oui, pour ouvrir, fermer pendant des durées indéterminées et pour des motifs qui n'étaient pas nécessairement toujours très distinctifs, pour rétablir les contrôles aux frontières intérieures et tout, le tout dans un chaos assez indescriptible. Donc mon idée était une, de faire cesser le chaos, donc de considérer, enfin de remettre en œuvre oui, clairement la question des durée, la question des motifs, qui présidait au rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. Ce sur quoi nous sommes à peu près parvenus à nos fins, ayant en tête, par exemple, que on ne pouvait plus laisser perdurer une situation comme celle qui a été celle de la France, où pendant 7 ans, on a eu des contrôles aux frontières intérieures, alors que voilà, rien ne justifiait. En tout cas, si la justification était, par oui, exemple, la menace terroriste, ça n'est pas seulement au bout de 7 ans avec un contrôle aux frontières intérieures qu'on peut résoudre ce problème. En tout cas, c'est mon point de vue. Et on a réussi à avoir des durées qui sont maintenant beaucoup plus établies. Et troisièmement, d'avoir du côté de la commission une action plus déterminante et déterminée, puisque ces dernières années, la commission n'avait lancé aucune procédure d'infraction contre les États membres qui maintenaient les contrôles aux frontières intérieures. Donc on a ces trois éléments qui sont dans le code frontière Schengen qui calent les choses, indépendamment d'autres éléments comme par exemple la manière de réagir au moment des pandémies. J'essaie de faire le plus bref possible, même si je suis déjà un peu longue. Malheureusement, dans le code frontière Schengen, on a dû intégrer un certain nombre de dimensions qui sont de la perfusion, j'allais dire, ouais. d'éléments du pacte asile-migration, comme par exemple la question de l'instrumentalisation, qui n'a, de mon point de vue, absolument rien à voir dans le code frontière Schengen. Mais à partir du moment où cette dimension d'instrumentalisation a été non seulement érigée comme un règlement, même s'il n'a pas abouti, puis mis dans un texte du pacte d'asile-migration, les États membres se sont précipités pour essayer aussi de l'instrumentaliser dans le code frontière Schengen. Sur le pacte d'asile-migration, moi, j'ai voté contre ce pacte. J'étais rapporteure fictive d'une des directives sur les procédures, enfin, le règlement sur les procédures, et notamment les procédures à la frontière. Et au bout de ce travail qui a été mené pendant 4 ans, puisque le texte datait de 2020, quand nous avons mis ensemble toutes les réflexions dans ce qu'on a appelé un jumbo trilogue, moi je n'en avais jamais vécu, mais tous les rapporteurs, tous les fictifs, la commission, enfin, la présidence tournante étaient tous là, on s'est rendu compte avec effroi pour certains d'entre nous que ce pacte n'était absolument pas équilibré et que donc il ne comportait pas la partie solidarité Ouais. entre les différents États membres qui était nécessaire pour contrebalancer des aspects extrêmement répressifs et attentatoires aux droits de l'homme. Donc voilà, pardon, je suis infiniment trop longue dans mes réponses, mais je voulais être précise à cet égard et vous dire que bah, ce sont deux sujets différents. Un totalement, enfin, qui m'apparaît plus dangereux qu'efficace, et le second sur lequel j'ai quelques regrets. Faut-il s'interroger, comme notre président de la République, sur la perspective que l'Europe peut mourir? Alors, je vous avoue que quand je me suis rendu compte que le président de la République, qui fait donc campagne aux côtés de Madame Hayé, présentait en gros le thème de campagne comme étant celui-ci, j'étais quand même un peu stupéfaite parce que même si, et j'y reviendrai, il y a probablement un risque que nous devons mesurer, enfin être dans une campagne et essayer de mobiliser des gens en disant vous pouvez mourir ou l'Europe peut mourir, je ne trouve pas ça excessivement mobilisateur. Mais bon, c'est leur choix et ils ne me regardent pas, je peux le commenter juste. Sur le fond du propos lui-même, le président de la République n'a pas tout à fait tort, au sens où on a de plus en plus de mal à montrer ce qui fait tenir ensemble la décision collective. J'ai utilisé, enfin, j'ai beaucoup parlé de ça depuis le début de notre entretien,
en stigmatisant les États membres et les intérêts nationaux. Si on continue sur la pente de la prise en compte de façon majeure des intérêts nationaux en donnant l'impression qu'ils constituent un intérêt général, oui, l'Union européenne peut dégénérer, si ce n'est mourir, en tout cas dégénérer. Si on s'en tient à la montée, enfin si on fait référence à la montée des partis politiques et des groupes politiques d'extrême droite populistes, nationalistes, qui ont quand même plutôt la vie belle ces derniers temps, oui, on sait que leur ambition est plutôt de faire une Europe des nations, une Europe réduite aux acquêts des intérêts nationaux. Donc oui, il y a un risque réel, mais ça n'est pas en seulement le dénonçant qu'on peut lutter contre cela. Et si on est réellement des Européens, il faut que on prenne des mesures très nettes pour répondre aux besoins de nos concitoyens et répondre à l'intérêt général. Euh, et j'ai malheureusement le sentiment que le président de la République française n'est pas toujours à ce rendez-vous de l'intérêt général. Vous qui connaissez bien le fonctionnement de l'intérieur des institutions européennes, est-ce que vous pensez qu'il faut faire évoluer le fonctionnement institutionnel comme de nombreux rapports proposent ces évolutions institutionnelles? Et quelles seraient-elles? Je me suis freinée dans ma dernière réponse parce que je voulais aborder ce Pardon. sujet et je me suis dit que non, non, mais je me suis dit que quelqu'un aussi de si érudit et connaisseur que vous allez forcément poser la question à un moment donné. La réponse est oui, bien entendu. Bien entendu que la gouvernance doit être modifiée pour compléter justement l'aspect projet auquel je faisais allusion à l'instant, pour donner un sens, une capacité de décision. Tant qu'on aura une possibilité de veto et donc des votes qui se prennent encore à l'unanimité, on aura des problématiques lourdes de fonctionnement et donc une gouvernance qui n'est pas adaptée aux enjeux. Prenez, je sais pas, je suis pas vindicative à l'égard des Hongrois, mais en revanche à l'égard du gouvernement hongrois, oui. Et quand on voit que Viktor Orban a fait du chantage en Oui. permanence depuis environ maintenant presque une quinzaine d'années, un peu moins, mais que ce soit sur les livraisons d'armes, que ce soit sur la fermeture de l'approvisionnement en gaz et les méthodes substitutives, enfin que ce soit en gros surtout, que ce soit sur l'état de droit, c'est un peu genre, bah, si vous voulez que je me change un petit peu sur l'état de droit, bah, écoutez, laissez-moi un peu de l'Est, donnez-moi un petit peu un peu d'argent complémentaire, et puis je verrai ce que je peux faire en termes d'absence de veto. Donc c'est inacceptable, et ça doit changer. Et en corollaire, je pense qu'il y a il y a deux autres sujets sur lesquels il faut qu'on avance. D'abord, le fait, enfin, je sais que ça reste utopique parmi nous, mais je continue de le dire, je pense que des listes transnationales au moment des élections Ouais. ont toute leur validité. Le fait que le Parlement puisse bénéficier du droit d'initiative changerait un peu la donne, au sens où pour l'instant, on peut prendre des initiatives, mais sous forme de résolution. Elles ne sont pas contraignantes et on s'arrange toujours pour qu'elles soient votées le plus massivement possible pour faire des signes politiques forts. Mais tant qu'il n'y a pas de contrainte de relais de ces initiatives, je crois c'est une gouvernance qui est très déséquilibrée et très bancale. Donc, il faut faire évoluer les choses dans ces trois domaines à minima. Est-ce que vous êtes favorable à de nouveaux élargissements de l'Union européenne? Oui, je pense qu'ils sont assez inéluctables. On a parlé tout à l'heure de l'Europe puissance, de sa représentativité dans le monde. Il est difficilement concevable qu'il y ait encore des parties de notre continent qui ne fassent pas partie de ce grand ensemble. Alors, disant cela, tout le monde, enfin, tous les États tiers candidats ne sont pas au même degré d'adhésion. Certains, d'ailleurs, s'en étaient approchés et s'en enfuit de façon accélérée. Je ne pense pas que à la Turquie, je pense également à la Géorgie, où ce qui est en train de se passer en termes de guerre civile quasiment et de décisions contre la logique européenne est particulièrement inquiétant. Donc ces parcours vont être encore un peu chaotiques, d'autres le seront moins, j'espère. Mais oui, je pense que nous devons à la fois nous approfondir, on vient d'en parler,
et nous élargir, comme ça sera probablement le cas avec les Balkans occidentaux notamment. Une toute dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment que les élections européennes en France ne seraient pas trop nationalisées? Sont-elles vraiment européennes? Oh, je crois qu'on avoue et moi cette frustration qu'elle ne soit pas suffisamment européenne. Donc oui, oui, bien sûr, il y a chez certaines formations politiques, chez certaines listes, une espèce de tentation de faire de l'élection européenne, une espèce d'élection de midterm du mandat présidentiel. Je pense que alors en même temps, le président s'en donne les moyens, Ouais. ça n'est pas tout à fait, enfin, ça n'est pas la manière dont je vois les choses. Et il se trouve que moi, je suis plutôt satisfaite, sans entrer dans une dimension politique à notre entretien, mais je suis vraiment très, très satisfaite que la personnalité que je soutiens, qui est Raphaël Glucksmann, ait vraiment ce cap européen en faisant une campagne qui est mais, choisie comme devant tête à 98% européenne. Il est attaqué sur des enjeux nationaux, il est obligé d'y répondre. Mais pour avoir suivi de près le processus de conception du programme et des enjeux, c'est vraiment une campagne européenne que nous voulons mener. Et c'est logique en même temps. Et ça devrait être le cas de toutes les listes qui s'assument comme étant pro-européennes, puisque plus on est sur la défensive, plus on est dans le domaine national, plus on dégrade justement cette dimension européenne qu'on essaie de défendre. Donc il faut lever ce paradoxe en étant totalement des Européens convaincus et militants. Merci beaucoup, madame, de cet entretien. J'espère que l'Europe va pas vous manquer puisque vous ne postulez pas pour un nouveau mandat. Non, j'ai ce luxe absolument absolu de pouvoir être en conformité entre mes paroles et mes actes, parce que j'avais annoncé que je ferais 3 mandats et puis que je souhaitais laisser la place à des plus jeunes. Et donc, ça sera le cas et je suis vraiment tout à fait ravie. L'Europe ne me manquera pas parce que je pense que je vais rester une Européenne convaincue et que je continuerai à travailler et à militer sur la dimension européenne.